lancée. Alors, vous aurez une conférence qui va porter sur la décentralisation, notamment le rôle du conseil municipal à Okola, dans le département de l'Alé, qui sera samedi. Nous allons en parler peut-être en fin du programme, mais je voudrais qu'on revienne sur le discours du chef de l'État. Il a parlé aux jeunes. Et pendant longtemps, vous avez animé un mouvement de jeunes qui s'appelait Jachabi, je crois que vous y êtes encore. C'était pour accompagner le couple présidentiel dans son action. Et entendre le président de la République hier s'adressant aux jeunes, vous vous êtes reconnu là-dedans, par le passé, peut-être maintenant? Bien, merci Séverin pour l'honneur que vous me faites en m'invitant dans ce merveilleux studio de B-News. J'avoue que depuis le début de l'année, c'est ma première invitation dans une chaîne de télévision. Nous en sommes honorés. Et puis, je ne suis pas trop média parce que j'évite l'overdose communicationnelle. Mais lorsque l'occasion s'y prête, je n'hésite pas. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous adresser déjà mes vœux de nouvel an et une très bonne fête de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est pas forcément l'âge. C'est pas forcément l'âge. On peut être vieux à 20-25 ans et jeune à 90-93 ans. Suivez mon regard. Maintenant, vous me posez la question si je me suis retrouvé dans le message présidentiel. Je vous poserai la question. À votre avis, je ne peux que me retrouver. Peut-être sur 2 ou 3 piliers. Le tout premier pilier, c'est que je suis un citoyen camerounais. Et chaque fois que le président s'adresse à la nation, je me dois de suivre, d'écouter, d'analyser. Deuxième pilier, c'est que je fais encore partie de l'un des mouvements qui se sont fait qualifier de sous-tasse du régime ou du système. Donc il est de bon ton que je prête une oreille attentive ou attentionnée chaque fois que le président s'adresse à la nation. Le troisième pilier, c'est que qui enchaîne forcément, qui vient avec le deuxième, c'est que je suis un élu local. C'est toujours normal que le père de la nation, quand il s'adresse à nous, que nous écoutions, que nous saisissions et que nous communiquions pour mieux informer ceux pour qui nous sommes au conseil municipal. Oui, on a écouté le président de la République, mais on a compris qu'il s'adressait aux jeunes, mais il s'est adressé à la classe politique camerounaise, aux élus que vous êtes, parce que dans ces discours-là, il y avait cette phrase inattendue. On en parlait peut-être dans des discussions dans la rue et partout ailleurs, on allait reporter les élections, mais le président lui-même l'a confirmé, indiquant que compte tenu du contexte qui est le nôtre, des contraintes que nous avons, conformément à la Constitution, conformément à nos lois, il y aura un réajustement électoral du calendrier électoral parce qu'il évoquait la question des élections municipales, la question des élections législatives. Vous vous êtes dit, ouf, on a encore du temps, on peut continuer à travailler, ou alors vous êtes de ceux qui pensent que le mandat est terminé, il faut renouveler les effectifs au sein des organes délibérants. Non, ben écoutez, le président est celui-là qui a le meilleur enseignement. En venant en venant parler du report de ces élections, c'est parce qu'il a tous les indicateurs entre ses mains. Il ne s'est pas adressé qu'à la jeunesse, justement. Et même si ça en était à la jeunesse exclusivement, c'est le moment venu pour que la jeunesse comprenne qu'elle a un rôle important à jouer dans l'écosystème du Cameroun. Le report d'une élection amène les uns et les autres d'affûter à nouveau leurs armes. Vous savez bien, quand on était à l'école, on disait que le dernier coup de hache abat l'arbre. Ce report donne l'occasion à ceux qui traînaient encore le pied de se réveiller. Mais pour nous autres, dans le parti qui est le mien, qui m'a investi, je tiens à vous dire que je suis à la 2e mandature,
Et moi, j'ajouterais que votre papa était déjà maire de Kola. Voilà, vous avez tout compris. Je ne savais pas que vous aviez cette information. C'est pour dire que lorsqu'on commence une élection, lorsqu'on entre dans le mandat, on prépare également le mandat suivant. Qui est report ou pas, je pense que nous, on est prêts. On regarde la réalité en face, on sait que dans nos communes, dans nos mairies, c'est des batailles rangées. Il y a des camps qui se sont formés ici et là. Il y en a qui sont impatients d'attendre. Ils veulent absolument que l'équipe qui est en place puisse en aller par la voie des urnes. Il y en a qui estiment que non, on a encore des choses à faire. Alors, dans cet état d'esprit-là, le report annoncé par le président, il y a l'avantage de qui? Ceux qui veulent entrer automatiquement, ceux qui doivent continuer à travailler? Avantage ou pas avantage, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est sur un champ politique, on doit être prêt à tout moment. Je vais citer la Sainte Écriture qui dit ici que nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il ne faut pas être comme, je vais prendre cette métaphore, ces filles-là qui dormaient tranquillement et puis ils se rendent compte que, voilà, des insensés, ils se rendent compte que ils n'ont même pas de pétrole dans leur lampe. Au moment où ils veulent se réaliser, il se fait tard. L'époux arrive et puis ceux qui étaient prêts ou alors celles qui étaient disponibles déjà à ce moment-là. C'est comme ça qu'il faut... Le terrain politique voudrait qu'il faut être prêt à tout moment. Alors pour vous, pour votre équipe, vous êtes... Bon, vous avez dit, je vais revenir sur les batailles. Il faut se dire que c'est le jeu des acteurs. En politique, il faut s'attendre à ça. C'est le jeu des acteurs. Quand vous arrivez... Mais parfois c'est malsain, c'est-à-dire qu'on voit une équipe qui a travaillé, qui a posé des actes positifs, mais il y a toujours à côté des gens, ce qui est normal, c'est légitime, chacun a ses ambitions. Oui, c'est pour ça que dans certains contrées ou dans certaines mairies, moi je suis de l'école qui pense que il est malsain, il est malvenu de limiter les mandats des maires. Il y a dans certaines zones où on limite les mandats des maires. Figurez-vous un maire qui est élu pour 5 ans. Lorsqu'il arrive dans une commune, il trouve le passif et l'actif. Mais il se rend compte que ce qu'aurait pu faire son prédécesseur est plus grand. Il faut réaliser le principe de continuité du service public. Il faudrait que les maires, les uns les autres, intègrent cela. Ils ont le temps de vouloir gérer et les dettes abyssales et les chantiers abandonnés. Ils sont à 3 ans. Lorsqu'arrive la 4e année ou la 5e année... Mais on est préparé à ça quand on veut... il faut changer de paradigme. Vous préparez, vous savez que vous pourrez simplement vous limiter à un mandat de 5 ans. Et donc, vous vous donnez les moyens de pouvoir mettre en lumière votre action. Les moyens, c'est lesquels? Vous vous préparez avec votre équipe. Les moyens, c'est lesquels? Puisque les ressources humaines, les ressources financières. Oui, je suis d'accord. Les ressources humaines, la oui. fonction publique locale n'existe pas. Dans certaines mairies, il n'y a pas l'expertise avérée. Il n'y a pas l'expertise qu'on attend. La décentralisation, elle date de 15 ans aujourd'hui. Il faut pouvoir l'approuver pour déjà savoir exactement ce qu'on a à exécuter et les limites que nous connaissons aujourd'hui. Or, quand vous attendez, vous voyez aujourd'hui les chantiers abandonnés, les projets qui ne sont pas matures. C'est énorme. Est-ce que vous, dans votre village, quand vous descendez, depuis 15 ans, il y a eu un changement? Vous êtes certain qu'il y a eu un changement? Oui. Sur le plan routier, oui, c'est ça? Vous pouvez me dire, c'est vous qui posez des questions, mais comme c'est interactif, on peut... Je crois que oui. Il y a eu un grand changement. Il y avait des endroits qui n'étaient pas accessibles. Aujourd'hui, on peut quand même aller des routes, c'est ça? Moto, avec voilà. Il y a des points d'eau aussi, quelque part. Alors, c'est déjà quelque chose, et ce qui est bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 5 ans ne suffisent pas à un exécutif à qui on a confié des missions à pouvoir atteindre les objectifs. Parce que il faut peut-être tout mettre à plat. Mais c'est le et procès, qu'on commence à zéro. C'est le procès qu'on fait au conseil régional. Oui. On estime que la région, elle a été implémentée. On a pris le premier mandat pour s'installer, acheter des équipements, des bureaux, trouver un bâtiment, etc. Et au final, la population qui attend des projets ne voit pas grand-chose et ça fait problème. Alors moi, je me demande bien, est-ce que
au niveau du conseil municipal, le conseil municipal que vous êtes, votre équipe, vous devrez déjà en amont, en préparant l'élection, penser que vous aurez cette difficulté-là, et donc vous mettre automatiquement au travail, de sorte qu'au bout des 5 premières années, qu'on voit quand même des actions qui sont posées et qui montrent que véritablement vous êtes dans le sens du développement de la collectivité. Vous êtes dans de plein pied dans la thématique de la conférence débat de samedi. La qualité du conseiller et le rôle du conseiller municipal. La qualité du conseiller et le rôle. Peut-être qu'on arrive à ce débat-là. J'avais posé une question, elle n'a pas toujours de réponse. Laquelle c'est? Vous, dans votre équipe, le réajustement du calendrier électoral, vous étiez préparé ou ça ne vous dérange pas? Ben, je dis ça ne nous dérange pas, ça ne nous dérange pas du tout. En tout cas, moi particulièrement, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas maire, ce n'est pas moi le maire, je suis conseiller municipal. Dès qu'on me convoque pour une session, je me présente et puis je fais mon travail, le travail du conseiller. C'est le travail d'équipe. Mais il peut arriver qu'il y ait des divergences au sein du conseil. Il arrive même très souvent que la majorité des conseillers se retrouvent en contre-faux avec le maire. Ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que ça doit ébranler totalement le socle ou alors les objectifs que nous nous sommes assignés. Ce que nous voulons tout simplement, que nous communiquons ou alors nous passons pour information, c'est que on ne change pas pour changer. Lorsqu'on y a une visibilité, parce que les gens ont tendance à applaudir, à tout rompre le maire, ce n'est pas le maire seul. Si les conseillers municipaux n'avaient pas voté le budget, s'ils n'avaient pas, n'est-ce pas, voté les délibérations, le maire ne ferait rien, l'exécutif ne ferait rien. Il y a une dualité, il y a une complicité entre les deux, même s'il est vrai que c'est le maire qui est l'ordonnateur, dont le gestionnaire en chef, mais c'est le travail d'équipe, comme vous l'avez dit. Mais on se rend donc compte que 5 ans, pour moi, c'est epsilon. Parce que s'il faut être réaliste... 10 ans, 15 ans, 20 oui, ans. bon, il peut arriver qu'en 5 ans, on débarque un maire qui n'a pas donné les résultats. Mais celui qui a produit les résultats, d'où vient-il qu'il soit changé au nom de ce que ce soit une rotation, soit c'est parce que la tête ne sied pas, ou alors il y a d'autres décideurs. Parce que, je vais vous dire, dans certaines contrées, dans beaucoup de contrées d'ailleurs, c'est un certain nombre d'aînés qui décident de la géopolitique et de la géostratégie de l'arrondissement. Ce n'est pas la population. Ce n'est pas la population. Et c'est pour ça que même le choix du conseil municipal doit être conditionné par des préalables. Qu'on sache qui peut être conseiller municipal, qui est en mesure de défendre les causes de la population. Il y a des populations qui ne savent même pas quand ils entendent parler de décentralisation. Ils sont au courant de rien. Alors, moi, je vais vous dire, si vous permettez, je n'ai pas entendu une seule fois qu'un conseiller municipal a fait une tournée dans son village. On va revenir sur le rôle du conseiller. Restons sur la lignée du réajustement du calendrier électoral. Exactement. Il est acté, tel que quand le président de la République parle, on n'a pas besoin de discuter, on comprend exactement ce qu'il veut. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui peut se faire avant la convocation du calendrier? Est-ce que ça donne un peu de temps, ça donne un peu de répit aux organes délibérants de pouvoir continuer à travailler, etc. Mais écoutez, il y en a qui sont à, écoutez, il y a 4 sessions. Il y a 4 sessions là. Oui, il y a 4 sessions là. La session, normalement, si les mairies respectaient le calendrier tel que le calendrier budgétaire le prévoit, tel que les textes le prévoient, en mars, c'est la session pour le vote du compte de la N-1. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Mais malheureusement, vous vous rendez compte que même en plein mois de février 2026, il y a des mairies qui convoquent encore les sessions de vote de budget. Ce qui est une hérésie, ce qui est anormal. On en a parlé hier dans les éditions du journal télévisé B-News One. Voilà. Ça s'est passé à Pouma, dans la Salaga-Maritime. Il n'y a pas que Pouma. Il y a plein de communes qui aujourd'hui tiennent encore, ont tenu il y a quelque temps. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas tenu jusqu'à aujourd'hui. Et comment vous l'expliquez, vous? Ben écoutez, qu'est-ce qu'on peut expliquer? Il peut arriver qu'il y ait beaucoup de paramètres. Il y a des problèmes de ressources qui se posent. Les rapports avec la hiérarchie. Il y a des rapports, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de goulot d'étranglement. Il y a aussi il y a certaines mairies qui ne travaillent pas. Il y a des niches de recettes qu'il faut mettre sur pied. Parce qu'on attend tout de l'État, donc des CAC, donc les centimes additionnels communaux. On attend des fonds pour la décentralisation qui sont fléchés.
On attend maintenant avec la réforme de la loi fiscale, la fiscalité locale, on attend tout de l'État en fait. Ça fait que des ressources pour convoquer un conseil municipal pour certaines communes, je crois la commune la moins lotie, peut-être il faut réunir dans les 2-3 millions. Hein. Et vous voyez, quand gérer, n'est-ce pas, le fonctionnement, surtout le fonctionnement lié au salaire, parfois ils sont obligés de privilégier les dépenses obligatoires. Les sessions font partie des dépenses obligatoires, mais il faut faire la part des choses. Il y a également les luttes entre la hiérarchie, je veux dire la tutelle, tout ça. Il y a beaucoup de choses à revoir en tout cas. Alors, ce petit décalage-là, appelons-le ainsi, il va quand même permettre d'avancer. Est-ce que ça n'annonce pas un avenir un peu brumeux parce que pour qui ceux qui vont venir, ils vont trouver qu'une année a commencé, il faudra continuer, c'est pas très clair, c'est pas... Quand on se lance en politique, il faut être prêt, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que quand on commence en milieu d'année ou en fin d'année ou en début d'année, il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas de problème. Il suffit de faire asseoir son plan d'activité et d'avoir des moyens qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre vos objectifs. Maintenant que le président de la République l'a annoncé, quelle est la bonne attitude que doit avoir le conseil municipal ou ceux qui aspirent à l'être, le maire, le conseil municipal en général? Quelle est l'attitude à adopter à ce moment? C'est de travailler, de faire comme si rien n'était, de ne pas se dire que devant c'est l'apocalypse, c'est la fin. Dès qu'on est arrivé à 3 mandats, je vais dire à 3 mois ce sera le déluge. Non, il faut continuer à bosser. Parce qu'il n'est pas exclu que ceux qui sont là reviennent encore. Moi, j'ai vu au niveau du conseil régional, vous avez vu les conseils régionaux, ils ont été renouvelés. Il n'y a pas, je crois que 2 ou 3 seulement ont gagné la porte. Hein. On a reconduit les 4 jours, voilà, les 90%. C'est comme une équipe. C'est comme une équipe de. Vous pensez que ça va se passer comme ça? C'est vrai. Moi, j'ai toujours dit, je suis celui qui est dans le continuum. Je suis celui qui pense qu'il ne faut pas changer pour changer. Si le maire de chez moi, je suis de Kola, ne donne pas satisfaction, on le débarque. Mais il faut qu'on ait des arguments pour le débarquer. Et on sait bien qu'il y a à côté des gens qui peuvent travailler mieux que lui. Mais si la majorité pense que, et ça quand je dis la majorité, c'est au conseil municipal. Parce que les gens font l'erreur. Plein font des messages dans les forums, c'est mon maire, tel est mon maire, tel est... C'est les conseillers municipaux. Alors que ce sont les conseillers municipaux. Ce sont les conseillers municipaux, il faut le leur rappeler. D'où les travaux de samedi prochain. On va revenir là-dessus. Ce sont les conseillers municipaux. Donc, avant de tenir un discours, il faut être sûr si on a qualité. Donc, il faut d'abord être conseiller municipal. Maintenant, au sein du conseil, qu'on choisisse l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je suis d'accord qu'on change là où ça ne va pas. On change systématiquement parce qu'on doit avancer. L'État met déjà suffisamment de moyens à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Vous avez la chance d'avoir un changement notable chez vous. Ailleurs, il y en a. Mais il y a aussi des endroits où ça n'a pas bougé d'un iota. Ça n'a pas bougé du tout. Il y en a où ça n'a pas bougé. Vous avez des bassins de production où les femmes sont incapables de faire transporter les vivres du champ vers les zones de marché. Peut-être parce que le transfert des compétences, des ressources ne suit pas. On disait tantôt qu'il y a beaucoup d'éléments qui concourent à ça, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez aujourd'hui les communes, et là il faut tirer un coup de chapeau à ces communes qui s'équipent aujourd'hui en matériel roulant, surtout en parc de génie civil, pour s'autonomiser. Parce que vous ne pouvez, on dit, là où la route passe au développement suit. La route est essentielle. Dès que vous vous mettez pour action principale la création des routes, vous êtes sûr que vous allez décongestionner certains et vous allez désenclaver les bassins de production qui peuvent en retour maintenant vous produire de la ressource, de la richesse. Il est également question que nous ayons des textes qui sont un peu novateurs.
Ça, je ne veux pas tirer sur mon pied, mais je dis la vérité. Il faut qu'on ait... On vient de voter à l'Assemblée nationale des textes qui ont été promulgués par la réforme, le chef de l'État. Oui, la réforme, je vous vois venir. Cela n'est pas suffisant. Je vous vois venir. La réforme sur la fiscalité locale, on ne peut pas déjà l'éprouver. Nous sommes à la 2e année. Et vous demandez déjà d'autres textes? Non, les textes, même, il est question de revoir un certain nombre On a une batterie de textes qu'il faut revoir, qu'il faut actualiser. Nous sommes à 15 ans de décentralisation. Est-ce qu'on a évalué? Moi, je vais commencer par là. On évalue tout le temps. Non. Il y a on des évalue comment? Il y a des ateliers. Non, les séminaires, c'est pour organiser quoi? Il y a des rencontres qui se tiennent au niveau Je suis d'accord. Même chez nous, nous organisons, mais ce n'est pas ça. Le Mindeville en organise beaucoup. Est-ce qu'on a donc éprouvé d'abord le code sur les collectivités territoriales décentralisées? Le code a des soucis. Il y a des dispositions qui sont intéressantes, fort intéressantes pour la libre administration, pour l'autonomie des CTD. Mais il faut aussi se dire qu'à l'intérieur, il y a des choses à revoir. Alors, l'impression que vous donnez, c'est que ces textes sont pris en dehors de ceux qui doivent les utiliser. Non. On n'a pas cette sentiment. Ce n'est pas en dehors. On connaît dans les conditions dans lesquelles cette loi a été votée. Nous le connaissons au sortir du grand dialogue. Il fallait avancer, il fallait commencer quelque part. Et c'était le consensus à ce moment? Il fallait commencer. Le consensus de qui? Le grand dialogue a quand même dégagé. Oui, le grand dialogue, oui. Le chef de l'État a voulu mettre en application les résolutions de ce grand dialogue. On est d'accord. Tout de suite, ça a été dit au sein des commissions, il fallait, et il a accepté. Mais à l'épreuve des faits, on se rend compte que, je n'ai pas dit que le code est mauvais. Le code est bon. Mais il est à revoir. Certaines dispositions méritent d'être revues. Lorsque vous voyez le sempiternel problème d'ordures ménagères dans nos cités, vous pensez que c'est quoi? C'est justement parce que on a pensé... C'est pas une question de texte, c'est peut-être une question d'organisation. Si. C'est une question de texte. Je suis convaincu que si on avait donné la latitude à chaque commune de gérer, quand je dis gérer, de la collecte au traitement, c'est-à-dire collecte, transport, traitement, je suis convaincu qu'on aurait résolu ce problème d'ordures ménagères. Des tas d'immondices qui, en Moselle, nous axent. Sauf qu'on constate quand même que le problème est posé différemment selon qu'on est dans une commune, selon qu'on est dans l'autre. Oui. Il y a des communes qui gèrent quand même mieux cette question-là par rapport à... Vous savez pourquoi elles gèrent mieux? C'est parce qu'ils ont pensé, ils ont pensé au plan B. Non, il s'agit d'une loi. Il s'agit d'une loi. Maintenant, je vous ai dit, la décentralisation, c'est la libre administration. Si vous avez une option, une orientation politique, une option politique que vous prenez qui est positive, je suis libre de venir la copier chez vous. Mais comme les CT2 sont essentiellement dans la compétition, il y a la crainte, la peur ou la honte de copier ce qui est bien de l'autre. Je vais vous dire aujourd'hui qu'il y a des communes à Yaoundé qui ont mis sur pied une taxation dans les ménages. Et ça règle un sérieux problème de chômage. Parce que les jeunes qui vont de maison en maison, où on récolte 2000 francs par semaine, je dis n'importe quoi, mais j'ai réfléchi à haute voix, règle un sérieux problème. Les transportent des bas-fonds vers un secteur où on veut faire la collecte, jusqu'au transport. Voyez-vous? Donc, c'est les mécanismes que certaines CTD ont mis. Je vais prendre mon ami Bala de Yaoundé 5e. Je vais prendre le cas de Yaoundé 6 avec Yoki. C'est pareil. Ils ont moins ce problème. Mais ceux qui se sont arboutés sur le principe qui dit que, parce que la loi le dit, vous collectez, ça part des maisons par des petits-enfants qui n'ont même pas la taille du bac au sein duquel on doit aller verser. Et on retrouve la saleté partout. Donc il faut discipliner, il faut pouvoir responsabiliser. Moi, je l'ai toujours dit, je prêche dans ma propre chapelle. C'est mon école à moi. Je la développe tous les jours, même dans mon administration. Il faut pouvoir donner la latitude aux mairies de s'autonomiser et de prendre en charge, parce que c'est le principe pollueur-payeur. Il faut l'intégrer tout de suite. On a été aux États généraux, on a fait des 1001 propositions qui sont merveilleuses. Mais l'application, où en sommes-nous?
L'invité du dossier du jour, c'est Olivier Etundinga. Il est conseiller municipal à Kola, élu local. Nous en parlons cet après-midi à la faveur de l'annonce faite il y a 2 jours par le président de la République indiquant que le calendrier électoral, en ce qui est des législatives et des municipales, va connaître un réajustement en raison des soucis, des contraintes que nous avons. Il n'a pas parlé de soucis, mais il a parlé des contraintes que nous avons. Et cela va se faire donc selon la Constitution et les lois du Cameroun. Olivier Etundinga, conseiller municipal à Okola, nous a annoncé samedi 14 février à partir de 10h à Okola, le lieu dit complexe agro-pastoral et écotouristique, le sous-bois d'Okola. C'est là où ça va se tenir donc une conférence sous le thème décentralisation et culture politique des filles et des fils d'Okola. La qualité et le rôle du conseiller municipal à l'aune des prochaines élections des organes délibérants. C'est l'objet pour lequel nous avons tenu à ce qu'il soit avec nous cet après-midi, mais peut-être qu'on a commencé par d'autres choses qui faisaient l'actualité. Venons-en maintenant à ce qui vous préoccupe, qui préoccupe principalement les populations d'Okola, peut-être ailleurs, parce que quand on parle du conseil municipal, il est à Okola, il est aussi ailleurs. Pourquoi cette conférence? Bien, merci. Cette question me va droit au cœur pour dire que nous avons un impérieux devoir, nous les élus locaux. Je crois que c'est Martin Luther King qui disait ne demandez pas ce que les Américains ont fait pour vous, mais dites ce que vous avez fait pour l'Amérique. C'est face à cette problématique que je me suis dit il est important d'informer et de former. Alors vous avez constaté que ça manquait beaucoup, parce qu'il y a quand même, j'imagine qu'il y a un problème que vous voulez régler à travers cette conférence. Oui. Bon, ça manquait peut-être pas, mais ce n'était pas suffisant. Voyez-vous, à chaque fois qu'on est à l'aune d'une élection, ou à la veille de l'élection, ça bouge de partout. On dirait que c'est en ce moment-là que les gens se réveillent comme des fourmis. Beaucoup courent comme des moutons de Panurge. Beaucoup sont des suivistes, sans savoir exactement ce pourquoi ils courent. Un peuple qui n'est pas formé, un peuple qui n'est pas informé, c'est une population qu'on perd. On a tendance à croire, je lis souvent dans les réseaux sociaux, on a tendance à croire que seuls les députés ont l'obligation ou alors ont le devoir, encore faut-il savoir si c'est un devoir, de faire les comptes rendus parlementaires. Et les conseillers alors? Puisque ce sont ces populations-là qui vous ont élus. Si vous passez 5 ans, le temps d'une mandature, vous allez leur demander à nouveau de vous renouveler la confiance, sans que ceux-là ne sachent même pas ce que vous avez fait. Quelle est la contribution que vous avez apportée pour l'essor, pour leur propre développement? Puisque je vais vous dire, on a des aînés, on a des gens qui gagnent des marchés publics, mais qui vont dire aux populations que c'est leur propre investissement. Il faut déconstruire ce genre d'attitude. Il faut donc que le peuple, la population, quand on ira demander les suffrages de main, sache le rôle que nous, conseillers municipaux, si je serai encore candidat, le rôle du conseiller municipal. Parfois, vous alliez derrière le maire, vous dites c'est le maire qui doit, c'est le capitaine de l'équipe, c'est à lui de faire le... Or, le maire lui-même, je vais vous dire, et c'est une erreur très grave, quand le maire vient faire une adduction d'eau dans votre village, vous, conseiller municipal, vous n'êtes même pas au courant. C'est pas normal. C'est pas normal. S'il y a un acteur qui joue le rôle de courroie de transmission... Ça dénote d'un dysfonctionnement parce que le maire doit venir implanter un forage dans un village. Oui. Peut-être je suis conseiller de ce village, je dois être au courant. Oui, mais je vous dis donc pourquoi le maire irait implanter un forage et le conseiller n'est pas... Je vous dis donc que c'est monnaie courante. On trouve ce genre d'attitude partout, ce genre de problème partout. Mais venons-en à l'essentiel.
je parlais des jeunes et des femmes. Et nous savons tous que le président en a fait une préoccupation majeure de son septennat. Il a dit, mais c'est à vous d'implémenter ça. J'en viens. C'est pour ça que je dis... Le président oriente. Il oriente. C'est à vous, parce que bientôt, vous aurez... Vous permettez donc... Je vais vous laisser parler. Oui. Parce que parfois, il y a des choses qui nous échappent. Oui. Le président oriente. Oui. Il dit, voilà l'orientation que je donne. Oui. Malheureusement, dans vos formations politiques, dans la composition des listes, oui. vous n'allez pas tenir compte de cela. Le genre, dans vos listes, vous n'allez pas tenir compte des jeunes dans la prise en compte des listes. Et après, on va dire, c'est le président. Vous faites bien de poser le problème de construction des listes. Puisque ça commence par là. Vous faites bien de le dire. Mais il y a même pire, parce que quand le président parle de frustration, ça fait partie des frustrations que nous connaissons sur le terrain. Vous avez un arrondissement qui a 4 ou 5 cantons. Vous allez vous rendre compte que la répartition n'est pas proportionnelle à la densité de la population ou à la superficie. Très souvent, ce sont ceux qui ont les choses en main, n'ayons pas peur des mots, qui ont pignon sur rue, décident donc de maximiser, de prendre... Ce n'est pas au prorata des paramètres que j'ai cités supra. Ça pose un problème de frustration. Il faut pouvoir les régler. Il n'y a pas un texte normatif en dehors du nombre de conseillers que nous avons dans les différents conseils municipaux, 35 par là, 20 par-ci, 60, et ainsi de suite. Mais maintenant, comment ça s'implémente au sein d'une unité administrative? Il faudrait que tous les cantons se reconnaissent. Parfois, des gens, on part d'ailleurs, dans notre canton, pour venir décider dans le canton Y. Ce n'est pas sérieux. Et c'est pour ça que nous voulons éveiller la conscience et la responsabilité ou la responsabilisation des jeunes. Qui ne passent pas le temps à être ad vitam aeternam, ceux qui portent le sac, qui applaudissent, parce qu'ils font de la flagornerie. Non. Qu'ils soient ces acteurs, vous permettez que je cite, qu'ils soient ces acteurs-là, au lieu de critiquer dans les forats, qu'ils soient ces acteurs pour prendre leur destin en main. Lorsque vous me direz que je passe des mandats, des années à dire ce sera tel, tel, et moi-même, mon tour, ce sera quand? Qu'est-ce que je fais pour être moi-même un acteur principal sur le terrain politique? C'est cette culture politique-là que nous voulons inculquer à nos jeunes. Je reviens sur Qu'elles soient des populations, je veux dire, ce qu'on dit, une foule qui sait faire foule, et non cette foule qui est là à applaudir tout simplement. Je reviens sur l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, peut-être pas parlant de Kola, une unité administrative qui a 4 cantons. Le canton A est bien fourni, il a une élite assez forte, une élite politique et administrative assez forte qui fait des choses, qui a pignon sur rue. Bon, maintenant, que pourra faire le jeune ou la femme du canton D qui n'a personne qui peut défendre? Mais le jeune a ses armes. Les armes, c'est quoi? C'est s'intéresser justement à la politique. Il y en a qui s'intéressent? Non, je vous dis, il y a plusieurs façons de s'intéresser à la politique. S'il faut s'intéresser à la politique en m'accrochant sur X ou Y, parce que j'attends des subsides et tout, je ne vais pas avancer. Et ils sont pleins. Il n'y a pas qu'à Okola, je dis que c'est systémique. Vous allez voir que... Mais vous savez que c'est un problème qui se pose. Non, ça se pose justement. Même ici en Bancomo, moi j'ai des statistiques. Vous pouvez imaginer qu'un périmètre urbain où il y a toute l'activité économique se déroule, il n'y a qu'un seul conseil municipal. Vous le savez? Ici en Bancomo. Voilà l'activité économique, voilà le centre névralgique de l'arrondissement de Bancomo. Mais il y a un seul conseil municipal. Alors, qui doit... Alors je dis, il faut que les gens osent, il faut que les gens osent, il faut que les gens soient courageux. Je dis, ceux qui passent le temps dans les forats à ne rien dire, à ne faire qu'applaudir ceux qui avancent, alors qu'eux-mêmes ils peuvent aussi avancer, qu'ils prennent conscience. On veut leur dire de s'intéresser à la chose politique, ne pas attendre le jour de l'élection pour être le représentant du parti X ou du parti Y parce qu'on va aller décharger 5 000 ou 10 000 francs. Vous ne répondez pas à ma question. Moi je dis, il faut être des acteurs, il faut poser des actes. Et ces actes-là, on va leur donner la possibilité de comprendre par où ils doivent commencer. Je suis d'accord avec vous, mais répondez à ma question. Vous avez pris le cas de Bancomo. Oui. Les usages veulent que, à chaque élection municipale, oui. Bancomo Centre ait un conseiller. Oui. Comment renverser cette tendance?
Je dis pour renverser, il faut une caisse, il faut un autre son de cloche en face. Comment? L'autre son de cloche, c'est que vous vous mettez ensemble en posant de façon polie votre problème et en vous faisant entendre par cela. Même s'il faut aller vers ces gens, vous allez vers eux pour leur dire que, ben, écoutez, toute politique publique, on considère, même si ce n'est pas une politique publique, toute action, elle doit être prouvée. Durant un bon bout de temps, voilà ce qui a été fait. Le bilan, quand on voit, ça ne nous donne pas satisfaction. Nous pensons qu'il faut revoir les choses autrement. On peut changer de paradigme, mais il n'y a rien qui soit statique. C'est une dynamique. Il faut pouvoir élever et il faut oser. Le président l'a toujours dit, il faut oser. Et le président a parlé de cesse des frustrations. Il faut que ces frustrations soient levées. Votre discipline du parti, vous la mettez où? Pardon? Votre discipline du parti. Mais même le parti n'a jamais accepté les frustrations. Le parti n'a jamais accepté les frustrations. Dès lors que vous allez commencer à dire non... Mais en tout cas, je ne suis pas au nom du parti. Je ne parle pas au nom du parti. Okola Centre mérite, au lieu de 2 conseillers, il lui en faut peut-être 4. Oui. Ça va créer un problème avec le parti, non? Non, non, du tout. Le parti, ce n'est pas le parti qui décide. Le parti n'a jamais fait la répartition du nombre de conseillers par canton ou par groupement. Ce n'est pas le parti. Je vous dis que c'est des hommes comme vous et moi qui s'asseyent au nom d'un certain nombre de considérations, et c'est normal de décider. Alors, s'ils continuent comme ça, sans que vous continuez à subir, vous ne prenez aucune action, vous ne menez aucune action, vous ne prenez aucune initiative, ils vont avancer. Or, c'est des êtres humains et c'est des responsables. Ils vont pouvoir comprendre que, mais ici, vraiment, si ces groupes, si ces enfants nous disent ça, on a quand même on a intérêt à revoir ça. Alors, ils vont les revoir. Maintenant que mais si vous ne posez pas le problème. Les élections municipales et législatives viendront pas demain. Oui. On va attendre qu'on convoque le corps électoral. Oui. Quelle est l'attitude à avoir à Okola et partout ailleurs pour que ce type de problème soit déjà au départ résolu? C'est-à-dire qu'on tienne compte de la densité de la population par canton, qu'on tienne compte des besoins, des problèmes que pose la population, de qui peut faire quoi dans chaque canton. Comment ça doit se faire? Il faut créer... Il faut que les gens se mettent... Je dis il faut que les gens se mettent ensemble pour faire entendre leur voix. C'est le malade qui va chez le médecin. Si vous sentez qu'il y a des frustrations, le président parle de frustrations, il sait de quoi il parle. C'est l'homme le plus renseigné. Est-ce qu'on se parle facilement en ce moment? On se parle. Vous êtes d'accord avec moi que c'est très tendu sur Non. Il faut savoir s'y prendre. Il faut savoir s'y prendre. Ouais. Chez moi, dans mon arrondissement, moi j'ai des aînés qui savent écouter. Je n'ai pas envie de citer leur nom ici. Je suis certain que si on s'organise, l'éveil de conscience, ils encouragent même ça. Je ne veux pas vous dire le nombre d'élites que moi j'ai eu au téléphone qui encouragent cette initiative. Qui pensent que mieux vaut tard que jamais. Mais on n'a pas commencé assez tôt. Maintenant, vous avez posé une question à un moment. La prorogation nous donne la possibilité de travailler le terrain. Ça aussi, c'est un avantage. Ce n'est pas des gens fermés. C'est des aînés qui sont à l'écoute. Alors, vous permettez. Parce que dans votre il n'y a pas que votre parti, il y a d'autres partis. Oui. Est-ce que ces concertations que vous souhaitez pour qu'on aplanisse un ensemble de problèmes qui sont réels, est-ce que vous associez d'autres formations politiques? Parce que c'est bien ça se fait. On a une parti. J'ai bien dit, c'est une conférence débat qui est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Nous voulons développer notre arrondissement. Nous voulons développer notre contrée. Et il faut que ce soit un développement inclusif. Nous tenons compte des fils et filles de l'arrondissement. C'est pour ça que la titraille, vous voyez bien, fils et filles de Coran, on ne fait aucun distinguo. Vous n'avez pas eu un label politique quelque part. Ça veut dire que si quelqu'un est pris de développement, pense qu'on peut faire quelque chose pour avancer, il va venir. Ce n'est pas fermé. C'est ouvert à tout le monde. Qu'on soit un parti X, Y ou Z, il n'y a aucune connotation de parti politique là. C'est parce que nous avons le même lien verbal, filles et fils de l'arrondissement de Kola. Et je veux dire, moi je lance un appel pour d'autres contrées, que ce soit pareil. Parce que je dis que c'est un problème systémique. Il faut mettre fin à ces frustrations. Elles sont nombreuses. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on vive certaines dérives aujourd'hui.
C'est à cause des frustrations. Qui doit convoquer ces assises où vous pouvez vous parler et tenir ces discours que vous souhaitez? Bon, je veux dire qu'il n'y a pas une méthode ou une méthodologie universelle. Mais le problème commence par là. Il faut trouver une technique. Voici par exemple. Du comité de développement. Oui, je dis dans les quartiers, dans les villages, nous avons des associations, des groupes de développement. Les communautés ont des associations de développement qui se retrouvent systématiquement ou régulièrement. Chaque canton ou chaque groupement a son association. Il suffit tout simplement que le problème soit posé sur la table. Il va être analysé. Même si on n'a pas une satisfaction à 100%, et même si par extraordinaire nous n'avons pas, on aura essayé. Mais il faut essayer quelque part. Il faut oser. Si, vous savez, autrui, c'est un semblable à moi et qui n'est pas moi. Donc, tu ne peux pas être sur la véranda et te voir passer en route. Il faut que quelqu'un te dise que quand tu vois là, l'attitude que tu adoptes là, ou alors ta cravate n'est pas bien nouée, quitte à ce que tu puisses la réajuster. C'est ça en société. Il faut qu'on arrive à poser des problèmes et à savoir les poser. Si on ne les pose pas, on ne va pas avancer. Les autres vont continuer, ils vont se dire qu'ils sont sur le bon chemin, alors que la gangrène ne fait que prendre corps. Quand ça devient le cancer, c'est irréversible. La loi formalise dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées un statut de l'élu local. Et quand nous parlons de statut de l'élu local, c'est par exemple le conseil municipal, c'est par exemple le conseil régional. Alors, la loi nous dit exactement quels sont les devoirs, quels sont les droits de cet élu local. Il faut comprendre cette chose-là avant d'aller aux élections, ce qui est normal. Exactement. J'imagine que vous allez aborder cette question-là. Vous êtes en phase avec moi, vous avez compris. Cette question-là. Mais avant peut-être de revenir sur les devoirs et les droits du conseiller municipal, je voudrais que vous nous dessiniez un peu le profil d'un bon conseiller. Ben écoutez, bon conseiller. Jeune, femme, oui, mais... Oui, je vous ai dit tantôt que le conseiller municipal, il peut être jeune, il peut être vieux, il peut être femme, il peut être un homme. Il faut qu'il soit un bon conseiller. C'est-à-dire d'abord choisi, le préalable, c'est qu'il soit choisi par les siens. Dès qu'il est choisi, ça veut dire qu'il peut venir défendre les causes de sa contrée au conseil. Et c'est celui-là qui prend part à toutes les sessions. Il n'est pas là pour les jetons de présence. Vous allez continuer. Qu'il soit à mesure. Monsieur, vous allez continuer. Oui. Dans un village, oui. Il y a 2 formations politiques qui sont en lice oui. pour les municipales. Oui. La formation A, qui est peut-être le parti au pouvoir, du fait de sa représentativité, de sa puissance, de sa force et tout, oui. Va gagner les élections avec un conseiller municipal qui ne fait pas l'unanimité dans le village. Le parti B, qui ne va certainement pas gagner parce qu'ayant quelques difficultés, n'ayant pas suffisamment de moyens ou bien mal préparé, choisit quand même celui-là qui est le bon. Il est reconnu par tout le village qu'il est le bon. Mais parce que vous êtes dans le parti au pouvoir, vous avez choisi qui vous voulez, vous l'amenez. La faute à qui? C'est la loi de la majorité. On vous a dit que la démocratie, c'est quoi? C'est aussi ça la démocratie. La dictature de la minorité. C'est ce que vous dites. C'est aussi ça la démocratie. C'est ce que vous dites. C'est aussi la démocratie. Il peut arriver qu'une majorité soit gouvernée par... je préfère ne pas... Non, je vous taquinais en disant voilà. que les conseillers, même s'ils sont choisis par le village, parfois ce n'est pas toujours les meilleurs. Oui, ça c'est vrai, mais on ne va pas généraliser, c'est des épiphénomènes. Je voudrais dire qu'un bon conseil, c'est pour ça que le maire, je vais commencer par vous dire qu'un bon maire est l'émanation du bon conseil. Lorsqu'il n'y a pas d'interférence, on ne va pas vous dire que bon, voilà, on vous impose X ou Y. Lorsqu'il y a un bon conseil, ça veut dire des gens qui ont l'expertise. Ce n'est pas forcément un intellectuel, mais quelqu'un, un agriculteur,
un éleveur, un artisan peut être un bon conseiller municipal. Lorsqu'il sait porter les problèmes de son village, lorsqu'il sait entendre sa voix. Malheureusement, vous dites aux agriculteurs, aux paysans, aux éleveurs qu'ils ne peuvent pas entrer dans les ministères en ville, ils ne peuvent pas débloquer les dossiers en ville. Et donc, il faut laisser l'élite intellectuelle occuper ces postes-là parce que cette élite est censée ramener de la ville ce que eux, au village, ils ne peuvent pas avoir. Dans le conseil municipal dans lequel je me trouve, à au moins 30%, je dis au moins 30%, qui sont des agriculteurs, des éleveurs, et ainsi de suite. C'est la mandature de 2013 où on avait un conseil élitiste. Et qui n'a pas produit les résultats? Non, je ne peux pas dire ça. Qui a produit, mais bon, le temps est passé. C'était costaud. Ouais. C'était costaud. Et même cette fois-ci, les débats sont houleux. On veut avoir des conseils où on est en mesure de dire au maire, monsieur le maire, votre plan communal de développement là, ne tient pas la route. Tient pas la route. Mais si vous avez un conseil, la majorité arrive là, ils ne peuvent même pas vous analyser un compte administratif. Ils ne peuvent pas vous analyser un budget. Et qui attend tout simplement la fin de la session pour faire un tour chez le biaiteur. Vous attendez à quoi? Or, il y a des conseils, on analyse point par point. Alors, sur tel groupement, vous avez eu cette fois-ci, l'an dernier, vous avez eu tel nombre de projets. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de projets à tel endroit comparativement à l'autre? C'est comme ça qu'on veut. Ces conseillers qui peuvent dire au maire, monsieur le maire, vous avez des gisements de recettes ici, des ressources qu'on peut capitaliser. Il faut que le maire soit à l'écoute. Qu'il se rende compte que cette expertise-là, ce n'est pas pour être contre lui, mais plutôt pour l'aider à atteindre les objectifs. Parce que c'est un travail d'équipe. Mais si vous avez un conseil où c'est des bénis, oui, les gens arrivent, ils applaudissent tout simplement à tout rompre, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le meilleur, il faut déjà qu'on arrive, le profil du conseiller municipal, du bon conseiller municipal. Il y a des moments, même dans mon conseil, il y a des moments, je montais au filet avec le maire. Mais il n'en demande pas moins qu'il soit mon ami. Mais lorsque c'est l'intérêt général, je ne lui fais pas de cadeau. C'est comme ça. Il faut des conseillers qui peuvent défendre et qui soient en mesure de défendre autant les problèmes de son propre village que les problèmes d'un autre village. Parce que c'est un développement inclusif. Parce que ça ne sert à rien qu'un seul côté se développe, alors que de l'autre côté, 2 ou 3 villages ou d'autres communautés périssent dans la misère. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça. Pas parce que vous avez un plan de développement. Oui. J'en viens. C'est pour ça. Non. Ils sont combien qui l'appliquent? C'est pour ça que je disais tantôt, il faut revoir avec objectivité la répartition même des conseillers par canton ou par groupement. Il faut revoir ça. Il faut pouvoir arriver à ça. Parce que sinon... Alors, ceux qui n'ont donc personne, ils font comment? Ils sont moins camerounais? Moins citoyens? Il faut arriver à amener le conseiller à être un agent de développement pour la commune. C'est-à-dire sensibiliser la population en disant que plus vous payez, hier c'était l'impôt forfaitaire. Avant-hier, c'était l'impôt forfaitaire. Hier, c'était l'impôt libératoire. Maintenant, on est à la réforme, sur la réforme de la fiscalité locale, où tout se fait par les services centraux. Mais l'État n'a pas tout centralisé. Parce que certains parlent du jacobinisme à outrance. Non. L'État l'a fait que pour maximiser et automatiser. Mais il y a d'autres ressources, d'autres niches de ressources que la mairie elle-même peut collecter systématiquement. Mais il faut être donc imaginatif. Je vais prendre le cas des zones qui sont à forte culture cacaoyère. Combien de communes en profitent? L'an dernier, on avait des kilogrammes de cacao à 5 000, 5 700. D'autres atteignent même la barre de 6 000. Combien de communes en ont profité? Or, voilà un véritable gisement.
Lorsque ça arrive, les corseurs, on les appelle ainsi, on fait tout dans les champs. Parfois, on vend même ça étant encore humide. La mairie n'est même pas au courant. Si le maire ne travaille pas, s'il ne crée pas, le code a été formidable là-dessus. Les mairies doivent créer des établissements publics, des coopératives. Or, si une mairie, un maire réfléchit en mettant sur pied une coopérative où il les met à l'intérieur tous ces agriculteurs, qu'il encadre à tout moment et qu'il centralise au niveau des paiements, qu'il organise ça, il y a, même si c'est 100 francs par kilogramme, même par morceau, par régime de plantain. Ils sont combien qui profitent, voyez-vous, tous les jours, mettez-vous en col Bisson ou à Obala, vous allez voir les camions de plantain qui viennent, ou alors même de la zone Bassa, ça vient. Ce sont les mairies de Yaoundé qui profitent. Parce que quand on vend là avec les tickets de marché et tout ça, est-ce que la mairie, là où on a produit ces régimes de ces plantains, en profite, ou le Macabo, ou l'Ignam? Un conseil municipal qui est composé de faux conseillers, comme vous dites, oui. Forcément, il a un mauvais maire. Un mauvais conseil. Mais à la fin, c'est le maire qui endosse tout. Je l'ai bien dit, je crois que j'ai commencé par là en disant qu'un mauvais conseil, automatiquement, c'est un mauvais maire. Puisque le maire fera tout ce qu'il veut. Mais dans un conseil où il y a du répondant, quand il veut un peu dévier les orientations du PCD, on lui dit « Halte, monsieur, arrêtez ». Si vous étiez donné d'aller de village en village, oui, pour porter ce message à la population, oui, indiquer à cette population qu'il faut opérer de bons choix des hommes et des femmes qui vont entrer au conseil municipal. Les critères, selon vous, seraient quoi? De conseiller? Oui. Bon, alors, les critères, je ne mettrai pas des gens dans une machine pour savoir est-ce qu'ils ont toutes les qualités requises, mais comme je dis, il faut d'abord être quelqu'un qui vit systématiquement avec cela. Quand je dis vivre, on n'est pas obligé d'être domicilié là. Mais si on est avec la population tous les jours, ou alors régulièrement, on connaît les problèmes de la population. On peut mieux adresser les problèmes de la population. Ça peut être un bon conseil. Si dans les habitudes d'un conseiller, d'un potentiel conseiller, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui aime les coups bas, ou alors, parce que quand on parle de corruption, on pense que la corruption seulement c'est au niveau macro, que non. La corruption commence à la base. Donc vous voyez les habitudes, on procède par élimination. Vous voyez que voilà quelqu'un, vous vous rendez compte que voilà quelqu'un qui ne peut pas représenter une population parce qu'il a des habitudes rétrogrades, des mauvaises habitudes. Vous ne faites pas de lui votre représentant. Vous ne faites pas de lui votre... Je dis encore, ce n'est pas le culte de la diplomation. C'est bien beau d'avoir... Parce qu'il y en a qui ont des diplômes et qui... C'est l'expertise. Est-ce que vous avez avec vous quelqu'un qui est épris de développement, épris de paix, qui aime mettre les gens ensemble, qui est préoccupé par le problème de l'autre? Il peut être un bon conseiller. Qu'on ne peut pas très facilement appeler à gauche pour... qui dit aujourd'hui, vraiment l'affaire là, vous avez tous raison. Parce que X l'a vu, Y l'a également vu, après il dit, bon, dans l'affaire là, vous avez tous raison, comme on dit au quartier. Non. Au début de notre échange, vous avez décrié l'attitude de cette élite intellectuelle qui opère tous les choix. Choisir les hommes, les politiques à mettre en place, ce qui doit se faire. Je vais corriger, je n'ai pas décrit l'élite intellectuelle. J'ai dit certains aînés qui sont bien placés. On peut être bien placé parce qu'on est intellectuel, on peut être bien placé parce qu'on a les moyens financiers, c'est-à-dire qu'économiquement assis. Nous sommes dans des contrées où les gens, c'est de la pauvreté. Je ne veux pas dire la misère, c'est la pauvreté. Et il y a même aussi la pauvreté mentale. On m'a appris dans la sociologie des organisations que l'homme est facilement manipulable quand il est dans le besoin. Alors, quel rôle doit jouer cette élite? Parce qu'il faut se le dire, elle est là. Elle a quand même quelque chose à dire aussi.
l'élite doit être là pour jouer aux arbitres ou coordonner. Il faut pouvoir coordonner. Sans forcément prendre parti. Je ne veux pas dire ne pas prendre parti parce que nous sommes des hommes. Quelqu'un peut avoir des penchants. Un penchant. Mais il faut pouvoir laisser le moment venu à ceux qui ont été choisis de décider du choix de celui qui doit parler au nom de la mairie. Oui. Et je vais vous dire, moi je ne suis pas de l'école où on dit que comme vous êtes 5 cantons, comme il y a un ministre là-bas, il y a un directeur général dans l'autre canton, il faut forcément qu'il y ait un maire ou un député. C'est la bonne répartition aussi. Non, ça crée trop de problèmes. Ça crée trop de problèmes. Le maire, c'est le maire. Le maire n'est pas le maire d'une communauté. Le maire est comme le député est le député de la nation. Le maire est le maire de l'arrondissement. Il est le maire de toutes les communautés. Si on arrive à croire que, parce que je suis Mvon encore, ça veut dire que du groupement Mvon Nama 2, par conséquent, tout le monde doit penser que c'est chez moi, j'ai le Mvon encore, ou alors j'ai le Mvon Nama 2. On n'est pas sûr que je serai le bon choix. Alors qu'on peut avoir un bon choix ailleurs. On peut avoir un bon choix ailleurs. C'est ce qu'il faut déconstruire. Parce que les gens ont l'impression que, on dit, c'est le mapartisme, comme professeur philosophe le disait, paix à son âme. Ce n'est pas le mapartisme. Un maire, c'est pour la contrée. Le professeur Manon en a parlé de mapartisme. Il faut qu'on déconstruise cette façon de faire. Moi, j'ai vu le chef de l'État. Parce qu'on va souvent, nous nous inspirons de sa façon de gérer. Moi, j'ai eu certaines années où on nommait systématiquement 2 à 3 personnes dans un même arrondissement. Parfois même dans quand vous cherchez la bonne expertise, quand vous cherchez la performance, vous ne cherchez pas, vous n'avez pas le lien ombilical. Vous cherchez un lien cérébral. Alors, Olivier, je pose une question parce que je vois venir le moment venu, c'est-à-dire quand on aura organisé les élections municipales, on aura choisi des conseils régionaux, des conseils municipaux. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut élire un maire. Oui. Vous, au sein d'un conseil municipal, vous vous connaissez bien. Oui. Vous savez qui peut être maire. Et que du fait de la formation politique qui vous a investi, parce qu'elle a aussi ses priorités, on vous colle quelqu'un qui n'est pas forcément votre choix. Ça ne va pas créer des problèmes qu'on en a vu au sud. Nous avons parlé, nous parlons encore, je ne crée rien. Mais il faut envisager je ne crée rien. Je suis là un peu comme dans la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je m'inspire du texte du chef de l'État, de la préoccupation du chef de l'État. Ça doit finir les frustrations. Donc il faut dire que les choses se passent de cette manière. Lorsque les conseillers sont réunis, d'abord ces histoires, on prend les conseillers, on va enfermer, on récupère tous les téléphones, on va mettre dans un hôtel, que ça cesse. C'est pour ça que je dis que la qualité du conseiller est importante. La qualité. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, l'intelligentsia doit intervenir. Parce que nous, comme moi, vous pouvez pas. Vous allez faire comment pour m'isoler de mon téléphone, pour me manipuler? Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas des élections libres. Les gens qui sont libres d'esprit. Il faut arriver à ce que lorsqu'on a choisi les conseillers, ils sont libres. Chaque canton choisit ses conseillers, mais que ce soit d'abord, le préalable, c'est que ce soit objectif. Si vous êtes une grande superficie et une population énorme, vous avez au prorata de ce que vous avez. On part de là. Maintenant, quand nous tous on se retrouve dans la boîte là, la salle au jour J, celui qui est venu au nom du parti, il est venu voir comment les choses se passent. Il n'est pas venu imposer un nom. Non, on n'impose pas. Il y a les disciplines du parti, je suis d'accord, mais on n'impose pas. Parce que vous pouvez imposer, les gens décident autrement.
Moi, je ne voudrais pas prendre cet exemple parce que je ne veux pas faire de ça des modèles. Des modèles. Mais je voudrais dire qu'on laisse les conseils. On dit, qui veut être maire? Que cela se lève et qu'il passe à la campagne pour convaincre les pères qui sont en salle. Et qu'on élise le maire. Parce que les autres, je ne veux pas que ce soit une jurisprudence qui va être servie ça et là. Mais je dis, à chaque fois, quand on a laissé le peuple choisir lui-même, on a les résultats. Alors, la conférence, c'est ce samedi, après-demain, oui. À partir de 10h à Okola. Oui. Qui intervient? Ben, nous avons 2 interventions, ou alors 2 intervenants autant pour moi, qui sont pétris d'expérience. Je n'ai pas eu mandat de donner leur nom ici, mais on peut s'assurer que c'est des gens qui ont la science. Ils viendront échanger avec la population, avec les jeunes, avec les femmes, pour leur dire, écoutez, vous êtes des principaux acteurs, mettez-vous au travail, vous avez aussi la capacité de représenter vos populations demain au conseil. Cessez de chanter les louanges des gens qui ont déjà fait leur temps. Parce que le président compte quand il dit que la jeunesse fait de langue de la nation. C'est un discours révolutionnaire. Non, ce n'est pas révolutionnaire, mais la prise de conscience. La prise de conscience. Nous avons des aînés, que je ne vais pas citer ici. À chaque fois qu'on se retrouve, ils sont très ouverts. Je dis bien, ils sont très ouverts. Il y a l'un d'entre eux, dès que je l'ai appelé au téléphone, il décroche. On parle de tout et de rien. Vous savez ce qu'il m'a dit un jour? Il m'a dit, Olivier, moi j'ai commencé, j'enlevais le costume, ma veste, je déposais et je portais les chaises. Parce que j'étais chargé de mission. Je l'ai fait des années durant. Regardez nos chargés de mission aujourd'hui. Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas être un chargé. C'est autre chose. Mais ceux-là, il faut qu'ils comprennent que, comme Platon le disait, il faut être utile à la cité. Le développement de la cité, il faut passer, il faut être parmi. Il y a 3 groupes, il faut faire partie de l'un des groupes. Et si vous êtes ambitieux, il ne faut pas être le dernier groupe. Il faut être parmi les 2 premiers groupes. Et pour l'être, il faut être au charbon. Ce n'est pas révolutionnaire, c'est la prise de conscience. C'est de ne pas applaudir chaque fois, de critiquer les autres. C'est l'occasion aussi d'être un acteur principal. Et de savoir que le maire qu'on dit là, celui qu'on dit là qui sera maire demain, comme ça se fait un peu partout, c'est au sein du conseil. Quand vous êtes donc déjà conseiller, que vous allez donc choisir, s'il est donc avec vous. Parce que ça aussi, il faut qu'il soit conseiller, celui-là. C'est ça. Olivier Etundinga, il ne vous reste plus qu'à vous dire merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir rendu visite à Binous-One, d'occuper cet espace afin de parler d'un sujet important, le rôle du conseiller municipal qui est un élu local dans le sens de la loi. C'est un élu local qui a un statut, qui a ses devoirs, ses droits. Maintenant qu'on se rapproche de l'échéance, c'est vrai que cela a été renvoyé à une date ultérieure. Dans le discours du président de la République le 10 février dernier, les élections, le calendrier électoral sera réajusté. Mais c'est le moment de préparer les esprits de manière à ce que le moment venu, qu'on ne soit pas surpris, qu'on puisse faire de bons choix, qu'on puisse avoir de bonnes personnes, les femmes, les jeunes, les vieux, qui représentent la collectivité et que le développement puisse suivre. C'était intéressant de vous entendre. Nous souhaitons beaucoup de chance dans cette activité que vous annoncez samedi prochain à Okola. Oui, si vous permettez, je voudrais dire que ce sera une succession de cafés. Café politique, café économique, café social, café culturel, et pourquoi pas sportif, et même diplomatique. Je vous ai dit, un peuple qu'on ne forme pas, qu'on n'insulte pas, c'est un peuple qu'on perd. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de ce programme sur Binous-One. C'est un programme qui est ouvert à vous également, qui nous regardez à la maison, qui avait des idées, des choses à partager avec nous, avec le grand public. N'hésitez pas à nous rencontrer pour que nous puissions en parler. C'est l'occasion peut-être de nous dire ce que vous faites exactement, ce que vous ambitionnez de faire. Merci à notre invité Olivier Etundinga, qui est conseiller municipal à Okola et qui est donc venu nous annoncer qu'il y aura
dans quelques heures une conférence importante sur le rôle du conseiller municipal à Okola certainement, mais conseiller municipal dans le sens général. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur B-News One. B-News One, le tam-tam du continent.